Bonjour Aude Mirkovic. Bonjour. Nous avons vu hier les conséquences pour l'enfant du projet de loi d'extension de la PMA. Nous allons voir aujourd'hui que ce projet impacte la société tout entière. Et oui, tout à fait. Et pour commencer, je vais m'adresser aux hommes qui nous écoutent. Parce que ce qu'est en train de dire le Parlement, eh bien, c'est ni plus ni moins que vous, les hommes, vous ne servez à rien. Dans l'éducation des enfants, dans la construction des adolescents, les relations avec les petits-enfants, vous n'êtes qu'une option que les femmes pourront choisir ou pas. Que la parité est partout dans notre société, sauf dans la filiation, ce qui est quand même paradoxal. Pour éduquer un enfant, là, cette fois-ci, on n'a plus besoin de la parité. Une femme suffit. Bon, alors, messieurs les hommes, si vous pensez que le père n'est pas une option, que vous n'êtes pas une case qu'on coche ou pas, vous pouvez écrire à votre député et le lui dire. Il faut quand même reconnaître que la loi se souvient de l'existence des hommes au moment de leur demander leur gamète. Parce que pour mettre en œuvre cette PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, mais aussi pour les couples fertiles, puisque le projet de loi au passage ouvre le don de gamètes des deux côtés, côté paternel et maternel, eh bien il va falloir recruter des donneurs. Donc je me demande si les parlementaires qui envisagent de voter cette loi ont prévu de donner leurs gamètes pour que leur loi puisse être mise en œuvre. Je ne sais pas si M. Macron a annoncé qu'il allait donner ses gamètes, je ne crois pas. Donc ce sont les citoyens qui vont être sollicités. Et il est déjà de notoriété publique que les dons en France sont insuffisants pour pratiquer les PMA thérapeutiques actuelles. Alors est-ce que c'est parce que les Français ne sont pas généreux ? Franchement, je ne crois pas. Parce que quand on demande des donneurs pour du sang ou des plaquettes, on en trouve. Et est-ce que c'est pas plutôt parce que le fait d'engendrer un enfant, emporte une responsabilité à l'égard de cet enfant. Et le désengagement du donneur que suppose justement le processus de don, en réalité, il est contre nature vis-à-vis de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de donneurs. Et les campagnes de dons n'y feront rien. Donc pour encourager les donneurs, il va falloir faire comme partout ailleurs. Il va falloir les rémunérer et ces donneurs vont devenir des vendeurs. Alors, ne peut-on pas résister et maintenir la gratuité ? Écoutez, partout où la PMA a été ouverte en dehors des indications thérapeutiques, il a donc fallu fournir des gamètes, on a dû rémunérer les donneurs. Il y a 2 pays qui ont maintenu la gratuité. C'est le comité d'éthique qui l'explique dans son avis. C'est la Belgique et le Canada. Le résultat, c'est que la Belgique achète 90% de ses apports de sperme au Danemark et que le Canada achète 90% de ses apports aux États-Unis. Tout le monde achète, il n'y a pas le choix. Et comme le comité d'éthique, d'ailleurs, pose lui-même la question, à partir du moment où on renonce à ce principe vraiment cardinal de la bioéthique française, qui est la non-patrimonialité du corps, on ne rémunère pas les éléments et produits du corps humain. Ça, c'est vraiment l'exploitation de l'humain. À partir du moment où on renonce à la gratuité, pourquoi s'arrêter aux gamètes ? On a aussi une pénurie d'organes en France et en plus, il y a des gens qui en meurent. Alors voilà, c'est la porte ouverte à la rémunération des organes. Donc à chacun de se poser la question. Et si nous ne voulons pas d'une société où les éléments, le sang, les gamètes, les organes s'achètent et se vendent, il est encore temps de le dire à nos députés. Oui, mais alors, si la généralisation du recours à des fournisseurs de sperme ne va pas se poser aussi le problème de la consanguinité entre les enfants ? Oui, en effet, vous avez raison. C'est-à-dire que la question le problème de la consanguinité existe déjà aujourd'hui. Parce qu'on avait annoncé que statistiquement, les enfants issus des donneurs n'avaient aucune chance de se croiser sur la population. Sauf que les enfants issus des dons se sont regroupés dans des associations d'enfants issus des dons. Et par conséquent, ils ont complètement fait exploser les statistiques et en réalité, ils se connaissent. Ils se rencontrent. D'ailleurs, on connaît l'histoire de Arthur et Audrey Kermavelzen, qui ont écrit un livre, donc je ne trahis aucun secret. Ils sont tous les deux issus de donneurs et ils se sont mariés parce qu'ils se sont rencontrés dans une de ces associations justement. Alors eux, ils ne sont pas issus du même donneur, mais avec 8 jeunes de leur entourage, ils ont fait des tests de salive sur Internet, donc à l'étranger. Et donc Audrey et Arthur ont vu qu'ils n'étaient pas issus du même donneur, tant mieux parce qu'ils se sont mariés. Mais sur le lot des 8, il y avait... Audrey a réalisé qu'elle était issue du même donneur que son frère. Donc jusque-là, à la limite, pourquoi pas. Mais dans le groupe des 8, il y avait aussi 2 autres jeunes. Une jeune femme qui était la cliente d'Audrey, qui est avocate, et le frère de celle-ci, qui étaient eux aussi issus du même donneur qu'Audrey et son frère. Donc sur 8, ils étaient déjà 4 issus du même donneur à se connaître. Alors pour des gens qui n'avaient aucune chance de se rencontrer, c'est raté. On sait très bien que ce problème va augmenter,
parce que le projet de loi prévoit de généraliser le don de gamètes. La PMA pour les femmes, c'est toujours une PMA avec donneur. Et en plus, le projet ouvre le don de gamètes dans les deux branches, y compris pour les couples hommes-femmes. Donc il y aura une généralisation de recours au don. Et comme on sait très bien que les donneurs vont devenir des vendeurs, on sait aussi que la rémunération encourage le fournisseur à multiplier son apport. Parce qu'un donneur, il va donner une fois, peut-être deux. Mais un vendeur, il donne aussi longtemps, il vend aussi longtemps qu'il a besoin d'argent. Et donc, en effet, ce problème va devenir de plus en plus crucial. Donc, le besoin d'argent amènera la vente de gamètes au sens large oui. Pour tous. Voilà, avec du coup la multiplication par un même fournisseur de ses apports et la multiplication des enfants issus d'un même fournisseur. Alors, il y a un grand changement au niveau de ce même fournisseur, au niveau de la filiation. Oui, alors en effet, le projet remet en cause la filiation sur ses fondements. Et pour le comprendre, je vais encore poser une question aux auditeurs. Qu'est-ce que la filiation ? Concrètement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous devez attester de votre filiation ? Eh bien, nous faisons tous la même chose parce qu'il y a une seule chose à faire, nous produisons notre acte de naissance. Parce que la filiation, elle découle de l'acte de naissance qui, comme son nom l'indique, dit à chacun de qui il est né. Alors, encore une fois, la filiation ne se réduit pas à sa dimension biologique et cette naissance à laquelle elle renvoie l'enfant, à laquelle elle renvoie chacun, parce que la filiation, elle dure même une fois qu'on est adulte. Donc cette naissance sur laquelle repose la filiation, si elle est le plus souvent biologique, elle peut être aussi symbolique. C'est-à-dire que l'enfant se représente comme issu de ses parents. Mais comme deux femmes ou deux hommes, c'est pareil, ne peuvent jamais engendrer un enfant, eh bien, le rattachement d'un enfant à deux femmes ne peut plus lui indiquer son origine, de qui il est né, même pas de façon symbolique. Et c'est là qu'on voit que la filiation change de sens. La filiation n'indique plus à chacun d'où il vient, quelle est son origine, ne l'inscrit plus dans une généalogie. Elle lui indique quoi ? Eh bien, elle lui indique finalement ses responsables légaux. Les parents deviennent des tuteurs parmi les autres. Bon, le problème, c'est qu'un tuteur n'a jamais indiqué à qui que ce soit son origine, n'a jamais inscrit personne dans une généalogie, et on voit bien qu'il y a un appauvrissement, là, de la filiation qui se réduit finalement à un référencement légal. D'ailleurs, on discute des mentions sur les actes de naissance, mais c'est le terme même acte de naissance qui convient plus, parce qu'il ne dit plus à l'enfant de qui il est né. Donc c'est là qu'on voit le bouleversement. Donc on va nous changer ce mot acte de naissance en... Non, on va le garder parce que le refrain, c'est que ce projet ne change rien, mais c'est faux. Et pour faire croire que ça ne change rien, on garde les mêmes mots. Acte de naissance, filiation, père, mère. Sauf que ces mots n'indiquent plus la réalité de la filiation. Et un exemple pour le comprendre, ça se passe aux États-Unis qui a quelques années d'avance, moi je vais dire de retard, dans le respect des droits de tous et du lien social. Vous avez un homme et une femme, tous les deux en couple, l'homme avec un homme, la femme avec une femme, qui se sont mis d'accord pour avoir un enfant. Jusque-là, ça ne regarde pas la loi. Le fait que les parents soient homosexuels n'intéresse pas du tout l'état civil. Sauf que cet homme, donc, le père, avait un compagnon. Il s'est séparé de son compagnon. Et le compagnon a demandé à être reconnu comme troisième parent et deuxième père. Les parents biologiques ne voulaient pas de lui, tout simplement parce qu'il n'était pas le père. Et en plus de ça, il était une personnalité toxique pour l'enfant. Eh bien, les juges, contre la volonté des parents biologiques, ont reconnu le deuxième homme comme parent. Et ça n'a rien d'une dérive à l'américaine, c'est ce qui va nous arriver aussi, parce que c'est la conséquence logique de cette évolution de la filiation. La filiation ne repose plus sur l'engendrement de l'enfant, sur la naissance de l'enfant, elle est fondée sur l'intention, le désir, le projet parental d'un adulte. Donc cet adulte, n'importe lequel, un homme ou une femme engagé dans le processus affectif, le projet auprès de l'enfant, peut non seulement concurrencer les parents biologiques, mais pourrait même les évincer. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres de ce bouleversement de la filiation qui est réel, même si on prétend que ça ne changerait rien, ce qui n'est pas vrai. Bon, ça nous laisse de quoi une bonne soirée de réflexion et nous vous disons à demain. À demain. Merci Aude.